Al-Bakkali avait vécu 8 ans dans un appartement qui cachait un terrible secret. Personne ne remarquait qu'à l'intérieur d'un pouf de table ordinaire étaient cachés les restes du barista disparu, Vincenzo. C'est par hasard que son élève l'a découvert, endommageant le meuble avec son talon pendant un cours. Maintenant, la police cherche à savoir qui exactement et pourquoi avait caché Vincenzo toutes ces années dans la maison ordinaire de la professeure de musique. Le 16 mars 2023, dans le centre de Palerme, s'est produit un événement qui a immédiatement attiré l'attention de la police. Al-Bakkali, professeur de musique de 56 ans, donnait un cours habituel avec son élève. À un moment donné, la jeune fille a accidentellement enfoncé avec son talon le couvercle d'un pouf ottoman de table. Quand le couvercle a glissé, sous une bâche grise épaisse, sont apparus des restes partiellement momifiés. Quelques jours plus tard, il est devenu clair que c'était le barista Vincenzo P., disparu 6 ans plus tôt, qui avait alors 34 ans. Le pouf semblait faire partie d'un canapé modulaire, discret et bien intégré dans l'intérieur. En 2019, son pied avait été réparé. Ce détail a semblé important aux enquêteurs. À l'intérieur du pouf, les enquêteurs ont découvert une couche de gel de silice de construction, soigneusement disposée à la main, et des morceaux de savon au camphre qui servaient à prévenir les odeurs et à repousser les insectes. C'est exactement cela qui a permis au reste de rester inaperçu si longtemps. Lors des premiers interrogatoires, les voisins ne se souvenaient que d'un seul épisode étrange. Environ 6 ans plus tôt, au milieu de la nuit, un fracas avait retenti auquel personne n'avait alors accordé d'importance. L'enquête s'est immédiatement concentrée sur 2 suspects. Al-Bakkali était la dernière personne à avoir vu Vincenzo vivant. Lors de l'interrogatoire, elle n'a montré aucune inquiétude et a déclaré que Vincenzo était simplement parti après sa visite du soir. Le deuxième suspect était son voisin, Sandro L., restaurateur de meubles de 42 ans. Son ADN avait été trouvé sur le couvercle du pouf, ce qui avait immédiatement attiré l'attention particulière des carabiniers. Dans le premier rapport officiel, les carabiniers ont supposé que c'était exactement Sandro qui avait pu cacher les restes de Vincenzo lors de la réparation du meuble. Cette version semblait convaincante. Sa profession convenait parfaitement à une telle manipulation, et ses traces d'ADN sur le meuble semblaient être une confirmation directe. Cependant, cette théorie a bientôt montré une faille sérieuse. L'expert judiciaire a apporté des clarifications. Le gel de silice, qui était utilisé pour conserver les restes, avait été placé exactement en mai 2017. Cela a été confirmé par le caractère de la momification et les analyses chimiques. Mais à cette époque, Sandro n'était pas à Palerme. Il se trouvait loin de la ville, et cela a été confirmé par des documents officiels et des témoignages. Après la réfutation de cette version, les carabiniers ont été obligés de revenir au tout début et de vérifier à nouveau tous les détails. A commencé une vérification minutieuse de l'alibi de Sandro et une étude détaillée des dernières heures pendant lesquelles Vincenzo se trouvait dans l'appartement d'Al-Bakkali. Pourquoi Sandro a-t-il décidé de réparer le pied du pouf sans demander la permission à son propriétaire ? En avril 2019, Sandro L. avait accepté une petite commande d'Al-Bakkali. C'était une simple restauration d'un pied de meuble de pouf. Pour le travail, il avait établi une facture pour une petite somme, 40 €, ce qui correspond au prix standard de tels services à Palerme. Les documents de l'atelier de restauration situé rue Via Roma confirment le fait de la réparation. Sur le bon de commande figurait clairement l'adresse d'Alba, Via Roma 218. La réparation du pied du meuble en elle-même semblait absolument banale. Mais c'est exactement cet épisode qui, 4 ans plus tard, s'est avéré important pour l'enquête, quand les restes de Vincenzo ont été trouvés à l'intérieur du même pouf. Lors de l'interrogatoire, Sandro a calmement expliqué pourquoi il avait effectué la réparation sans coordination supplémentaire avec le propriétaire du meuble. « Alba m'a demandé de fixer le pied », expliquait-il aux enquêteurs. Le pouf vacillait, causait de l'inconfort, et cela ne lui plaisait pas. J'ai proposé de le faire rapidement, pour peu d'argent. Les documents de l'atelier de restauration confirmèrent ces paroles.
Sandro avait effectivement reçu et exécuté la commande de réparation d'un pied spécifique, d'un pouf spécifique. La situation semblait banale et entièrement confirmée par les reçus et les actes de travaux exécutés. L'enquête s'intéressait à savoir si Sandro avait pu remarquer que le pouf cachait quelque chose d'inhabituel à l'intérieur. Lors de l'examen détaillé, il s'est avéré que le pouf était spécialement recouvert à l'intérieur d'un cadre en contreplaqué. Cela fermait complètement l'accès visuel à l'intérieur du produit. Sandro a expliqué que lors de la réparation, il n'avait même pas ouvert la partie intérieure, mais avait simplement renforcé le pied de l'extérieur. Ainsi, voir ce qui se trouvait sous le couvercle, il ne pouvait même pas théoriquement. Pendant que l'enquête démêlait les faits, les médias locaux ont publié leur version. Les journalistes ont attiré l'attention sur l'habitude de Sandro de porter des gants pendant le travail, expliquant cela comme une tentative supposée de cacher les empreintes digitales. Cependant, Sandro lui-même a fourni un certificat médical d'allergie aux substances chimiques, largement utilisé dans les vernis et peintures de meubles. L'allergie était confirmée par les documents du médecin allergologue, obtenus bien avant les événements, ce qui a considérablement affaibli l'agitation médiatique autour de cette supposition. Néanmoins, cette piste était encore marquée par l'enquête comme « en attente de vérification ». C'est exactement quand la version avec Sandro semblait déjà presque entièrement exclue qu'est arrivé de l'hôpital de la ville de Bari un dossier de sortie officielle. Selon les documents, du 11 au 15 mai 2017, Sandro se trouvait dans une autre ville, subissant une opération chirurgicale planifiée. Les dossiers médicaux et les papiers officiels étaient de convaincants, et les carabiniers ont reçu des confirmations excluant sa présence physique à Palerme dans la période où, supposément, les restes de Vincenzo avaient été cachés. Les documents reçus et les témoignages excluaient presque entièrement les soupçons sur Sandro L. Sa personnalité passait au second plan. Cependant, sur un point, les enquêteurs restaient dans l'incertitude. Pourquoi exactement ce pouf Alba avait-elle donné à Sandro pour réparation, compte tenu que le meuble cachait un secret à l'intérieur qui pouvait facilement être révélé? La police a ajourné la version avec la participation de Sandro, se réservant le droit d'y revenir si nécessaire. Pourquoi les amis de Vincenzo étaient-ils sûrs qu'il était parti travailler sur un paquebot de croisière alors qu'officiellement le contrat n'avait jamais été signé? Le 13 mai 2017, les amis de Vincenzo se rassemblaient pour une rencontre traditionnelle dans un bar près du centre de Palerme. C'était une fête d'adieu informelle. Du moins, c'est ainsi que cela semblait alors. Vincenzo avait raconté à plusieurs reprises à ses connaissances ses projets de commencer à travailler sur un paquebot de croisière de la compagnie Costa Cruises. Mais le matin après la fête, Vincenzo ne s'est pas manifesté. Les connaissances ne s'inquiétaient pas. Tous connaissaient son intention de partir en voyage. Quand, plusieurs années plus tard, la police s'est attelée à une vérification approfondie des comptes de messagerie de Vincenzo, il est devenu clair pourquoi aucun des amis n'avait donné l'alerte. 2 jours après la disparition de Vincenzo, sa messagerie électronique avait envoyé un CV au service des ressources humaines de la compagnie de croisière Costa Cruises HR. Après cet envoi, la messagerie avait automatiquement activé une réponse automatique dont le texte était bref mais sans ambiguïté. « Je suis à bord, je travaille sur le paquebot. Lavoro in nav ». La réponse automatique avait été activée à 8h12 temps universel coordonné -2, comme si Vincenzo se trouvait déjà en mer. Apparemment, les amis de Vincenzo avaient vu exactement cette réponse automatique et ne s'étaient pas étonnés de sa disparition soudaine. Il rêvait toujours de la mer, de nouvelles impressions, racontaient les amis plus tard à la police. Nous étions sûrs qu'il était déjà sur le bateau. Il avait dit plusieurs fois qu'il partirait bientôt. L'enquête ne pouvait pas laisser sans attention la question clé. Qui exactement avait pu configurer la réponse automatique depuis la messagerie de Vincenzo? Selon le rapport du département technique des carabiniers, l'activation de la réponse automatique avait été effectuée depuis une adresse IP appartenant à l'appartement d'Alba Cali. La question de savoir dans quelle mesure Vincenzo avait pu effectuer cette configuration lui-même restait sous l'attention étroite des carabiniers. L'expert technique a expliqué que pour activer la réponse automatique, il était nécessaire d'entrer dans le compte, d'indiquer un texte spécifique
et de confirmer les changements. Compte tenu de la situation, l'action elle-même semblait simple, mais clé pour créer l'apparence d'un départ. Après la divulgation de l'information dans la presse, est rapidement apparue une version selon laquelle Vincenzo avait pu mettre en scène sa disparition intentionnellement. Dans les publications, il était supposé qu'il avait pu intentionnellement créer l'illusion d'un départ sur un paquebot, pour en réalité aller travailler au noir, c'est-à-dire officieusement, sans laisser de traces dans les documents et rapports fiscaux. Une telle pratique sur les navires de croisière, surtout parmi les employés peu payés, existait effectivement, ce qui rendait cette théorie assez plausible au premier regard. Cependant, les enquêteurs l'ont laissée ouverte jusqu'à la vérification des données officielles de la compagnie. Quand la demande des enquêteurs a finalement atteint le bureau de Costa Cruises, est arrivée une lettre officielle du service RH de la compagnie. Dans le document, il était dit directement « Aucun contrat avec le citoyen Vincenzo P. La compagnie Costa Cruises n'a conclu. Il n'a pas passé l'examen médical obligatoire pour tous les employés de la compagnie. Par conséquent, il ne pouvait se trouver sur aucun de nos navires dans la période indiquée. » Ce papier officiel est devenu un moment tournant important. La théorie selon laquelle Vincenzo avait mis en scène sa disparition et travaillé quelque part officieusement a reçu une brèche sérieuse. Maintenant, la police était obligée de porter à nouveau attention au lieu clé où Vincenzo avait été vu pour la dernière fois, l'appartement d'Alba Cali. Après que la version du départ volontaire sur un paquebot de croisière s'est avérée insoutenable, il est devenu clair. La clé de l'énigme de la disparition de Vincenzo était exactement dans cet appartement d'où la réponse automatique avait été configurée. L'enquête a décidé de restaurer à nouveau en détail les circonstances de cette nuit et de comprendre les événements directement dans l'appartement de la professeure de musique Alba Cali. Pourquoi sur le pied du pouf a-t-on trouvé le sang d'Alba et non de Vincenzo? Le 18 mars 2023, le groupe médico-légal est à nouveau arrivé dans l'appartement d'Alba Cali, rue Via Belmonte. Ils avaient l'intention de procéder à un examen supplémentaire du pouf ottoman qui cachait les restes de Vincenzo. L'attention des experts a immédiatement été attirée par une petite goutte de sang séchée sur le pied du meuble, précédemment réparé. L'échantillon a été envoyé pour analyse urgente au laboratoire des carabiniers. Le résultat s'est avéré inattendu. Le sang appartenait à Alba Cali, possédant un groupe sanguin rare zéro négatif. Une analyse supplémentaire a montré la présence de particules microscopiques de copeaux d'acier. Selon la conclusion des criminalistiques, cela prouvait que la blessure avait été reçue exactement au moment du travail avec une vis de meuble, un soi-disant confirmat de taille 7 par 90. De telles vis étaient largement utilisées lors de l'assemblage de meubles dans la période de 2017. L'examen du meuble avec application de fixation photographique a entièrement confirmé les conclusions des experts. La vis confirma 7 par 90 était distinctement capturée sur la photo de fixation du pouf. Les experts ne doutaient pas. Alba s'était coupé exactement en vissant cette fixation. Les carabiniers ont immédiatement vérifié la réalité du scénario physique dans lequel Alba avait pu placer elle-même les restes à l'intérieur du meuble et le déplacer sans aide extérieure. Le poids du pouf avec les restes à l'intérieur constituait environ 63 kg. Compte tenu du cadre et de la construction en contreplaqué, le poids total atteignait presque 90 kg. Les experts en mécanique et cinématique ont expliqué en détail aux enquêteurs, avec l'utilisation correcte de matériaux improvisés, en particulier d'une couverture ordinaire et du principe de levier, une femme, même pas de la constitution la plus forte, peut déplacer elle-même un tel poids. Preuve supplémentaire du scénario physique. Les rayures clairement fixées sur le parquet de l'appartement d'Alba, correspondant à la direction du mouvement du pouf de la porte d'entrée jusqu'à son point d'installation final. Pendant ce temps, dans la presse est apparue une version alternative. Alba avait pu se blesser accidentellement plus tard, en 2019, déjà après que le pouf eût été utilisé comme cachette. Dans ce cas, le sang avait pu apparaître pendant la réparation, quand Sandro dévissait le couvercle pour renforcer le pied du meuble.
La version semblait plausible exactement jusqu'au moment où le laboratoire médico-légal n'a pas fourni de nouvelles données de microscopie. L'analyse a montré que le degré d'oxydation du sang indiquait sans ambiguïté la date de son apparition, mai 2017. Cette conclusion a complètement détruit l'hypothèse d'une origine plus tardive de la blessure. La preuve clé de l'oxydation du sang liée à mai 2017 a mis en doute les témoignages d'Alba elle-même sur les événements de cette nuit. Maintenant, l'enquête devait revenir à nouveau au moment clé de cette soirée. Si Alba s'était coupée en fermant le pouf exactement en mai 2017, cela signifiait qu'elle avait directement interagi avec lui le jour de la disparition de Vincenzo. Maintenant, les carabiniers étaient obligés d'étudier à nouveau profondément le comportement d'Alba et les circonstances de cette nuit. La situation avait changé radicalement. L'enquête ne pouvait plus ignorer le lien entre Alba et le moment de la disparition de Vincenzo et l'apparition du meuble cachette dans son appartement. Comment s'est terminée la visite de Vincenzo pour récupérer l'ancien ordinateur portable et le dépôt? Le 12 mai 2017 à 19h, Vincenzo avait envoyé à Alba Cali un court message par messager. Al Dicianov passo da te. Je passerai chez toi à 7h. Ce soir-là, Vincenzo avait l'intention de récupérer un vieil ordinateur portable et de récupérer l'argent qu'il avait précédemment laissé à Alba comme dépôt pour la location de la chambre. Au moment de cette visite, Alba et Vincenzo ne communiquaient déjà plus étroitement et évitaient les contacts inutiles. Vers 7h du soir, la voisine du palier, la retraitée Lucia M., avait entendu depuis l'appartement d'Alba un conflit court mais assez fort. Lucia avait distinctement entendu une voix masculine qui exigeait de rendre l'argent. Quel conflit financier s'était produit entre Alba et Vincenzo encore avant son expulsion? Le 10 décembre 2016, Alba Cali avait reçu de Vincenzo un message brusque. « Ti denuncio all'Agenzia delle Entrate se non mi restituisci subito i soldi ». En traduction, cela signifiait « Je te dénonce aux impôts, si tu ne me rends pas immédiatement l'argent ». Ce message était devenu la première menace enregistrée qui liait directement Alba à des problèmes possibles avec les services fiscaux. C'est exactement ce message qui avait ouvert à l'enquête la compréhension que les questions d'argent entre Vincenzo et Alba traînaient à bien avant les événements tragiques de mai 2017. Les enquêteurs ont vérifié les documents financiers d'Alba Cali pour 2016 et ont découvert qu'officiellement, elle n'avait déclaré absolument aucun revenu. Cependant, tous savaient qu'Alba donnait régulièrement des cours de musique à domicile et qu'elle acceptait le paiement seulement en espèces et ne donnait jamais de reçu. À Palerme, une telle pratique était répandue, bien qu'illégale. En même temps, tout conflit pouvait mener à de sérieuses conséquences. Entre Alba et Vincenzo, il n'y avait pas non plus de contrat de location officiel. Leur relation financière se basait exclusivement sur un accord oral, ce qui était juridiquement admissible si la location durait moins d'un mois. Cependant, Vincenzo vivait dans l'appartement d'Alba depuis déjà 8 mois et cela créait des complications supplémentaires liées à l'argent et aux impôts. Les enquêteurs s'intéressaient particulièrement à la question de l'existence d'un contrat de location. L'absence de documents écrits était entièrement confirmée. Alba avait expliqué qu'elle n'avait jamais trouvé nécessaire de fixer officiellement leurs arrangements. Et Vincenzo, selon ses dires, n'avait jamais non plus demandé de confirmation écrite. Cela créait une position non protégée pour les deux parties et rendait Alba vulnérable face à une vérification possible de l'inspection fiscale. Après que le SMS avec la menace soit devenu public, est apparue une version selon laquelle Vincenzo faisait intentionnellement chanter Alba, menaçant de conséquences fiscales, pour obtenir d'elle une grosse somme d'argent. De plus, sonnait l'hypothèse que Vincenzo était vivant et se cachait avec succès avec l'argent. Cette version n'a pas duré longtemps. Les policiers ont demandé les rapports bancaires de Vincenzo et ont découvert qu'après le 12 mai 2017, sa carte bancaire n'avait jamais été activée. Ils ont aussi établi que le dépôt de 600 €, à cause duquel le conflit était né, ne lui avait jamais été rendu par Alba Cali. Ainsi, la version selon laquelle Vincenzo se cachait quelque part avec de l'argent était officiellement tombée.
Le rapport de la banque a montré que le dépôt de Vincenzo de 600 € était resté entre les mains d'Alba Cali, bien que celle-ci ait toujours affirmé qu'elle avait rendu l'argent encore avant le conflit. L'absence d'activité de la carte bancaire de Vincenzo depuis la date de sa disparition avait directement indiqué aux enquêteurs qu'il n'avait pas pu utiliser son argent ou partir quelque part volontairement. Ainsi, le motif financier du conflit, qui semblait auparavant abstrait, avait acquis des contours tout à fait concrets. L'argent, le chantage et la menace de vérification fiscale étaient devenus cet élément clé que les enquêteurs avaient commencé à considérer sérieusement. Maintenant, l'enquête avait décidé de revenir à nouveau à Alba elle-même, à ses paroles et à son comportement directement dans la nuit de la disparition de Vincenzo. Après cette phrase, le silence s'était installé. Lucia n'avait entendu ni bruit de lutte, ni autre son de conflit. Mais le fait même de la dispute financière était fixé. C'est exactement ce court témoignage de la voisine qui était devenu un point important de l'enquête. Les carabiniers ont tenté de savoir si Vincenzo avait apporté l'ordinateur portable avec lui quand il était venu chez Alba. Il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance dans l'entrée. Le seul témoin restait Lucia, qui se souvenait que Vincenzo tenait dans ses mains un sac jaune de taille moyenne. Y avait-il l'ordinateur portable? La femme n'avait pas pu préciser. La perquisition menée par la police après la découverte des restes dans l'appartement d'Alba sur mandat numéro 122/2023 du parquet de Palerme n'avait donné aucun résultat. L'ordinateur portable de Vincenzo n'avait été trouvé nulle part, ni parmi les affaires d'Alba, ni dans d'autres pièces de l'appartement. Un des enquêteurs avait supposé que dans l'ordinateur portable pouvait se trouver de l'information compromettante Alba, et c'est exactement pourquoi l'ordinateur portable avait disparu. Alba elle-même niait la présence de matériel compromettant et assurait qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où l'appareil était passé. La théorie restait pour l'instant seulement une hypothèse et était prise par l'enquête pour vérification ultérieure. Lors des recherches suivantes, il était devenu évident. L'ordinateur portable avait disparu définitivement et sans laisser de traces. L'appareil qui aurait pu éclaircir le conflit et la disparition de Vincenzo ne s'était trouvé ni chez Alba, ni chez quelqu'un d'autre. Son absence restait un maillon important non résolu dans la chaîne des événements de cette soirée. Les enquêteurs avaient décidé de vérifier les monts de piété les plus proches et les points de réception d'électronique sur Via Maqueda. Là apparaissaient souvent des appareils d'origine douteuse. Les carabiniers avaient supposé que Vincenzo avait pu se débarrasser de l'ordinateur portable pour de l'argent avant sa visite chez Alba, qui avait sorti la couverture ensanglantée, mentionnée dans la théorie de l'enquête, si la couverture elle-même n'avait jamais été trouvée. Après que les motifs financiers du conflit entre Alba et Vincenzo aient acquis une clarté, l'enquête était revenue aux détails de la disparition des preuves matérielles. L'énigme centrale restait la couverture disparue, sur laquelle se trouvaient supposément des traces importantes. Malgré l'examen minutieux de l'appartement d'Alba, cette couverture n'avait pas pu être trouvée. Le 5 avril 2023, les carabiniers avaient reçu les enregistrements d'archives de la compagnie Amia, responsable de l'enlèvement des ordures à Palerme. Dans le journal de bord du camion poubelle était fixé un détail inhabituel. Tôt le matin du 15 mai 2017, s'était produit un rechargement non planifié du conteneur situé rue Via Roma, Isolato 4. Ce conteneur se trouvait tout près de l'appartement d'Alba. Le chauffeur du camion poubelle, Gianni R., avait confirmé à l'enquête que cette nuit-là, plus précisément vers 5 heures du matin, près du conteneur se trouvait une femme. Il l'avait vue seulement quelques secondes, mais l'avait bien retenue. Elle portait un rouleau assez gros de tissu enroulé, emballé négligemment, et se dépêchait visiblement de s'en débarrasser. Gianni, selon ses dires, n'y avait pas accordé d'importance, mettant cela sur le compte d'une situation domestique. Les enquêteurs avaient donc demandé à Gianni s'il avait pu reconnaître la femme au visage. Le chauffeur ne pouvait pas confirmer avec une certitude complète l'identité, puisque 8 ans avaient repassé. Néanmoins, il avait clairement décrit son apparence. La femme était maigre, basanée. Les cheveux étaient rassemblés en queue de cheval. La description correspondait entièrement à l'apparence d'Alba Cali d'il y a 8 ans. Auparavant, l'enquête supposait qu'Alba avait un complice,
un homme qui l'avait aidé à faire face à l'objet lourd et à l'utilisation des preuves. Cependant, les témoignages de Gianni excluaient entièrement la possibilité de la présence d'une autre personne. Le chauffeur du camion poubelle avait clairement déclaré que près du conteneur se trouvait une seule femme. La théorie de l'homme complice s'effondrait. Les carabiniers voulaient vérifier les restes d'ordures des conteneurs de 2017 pour tenter de trouver des traces biologiques et des preuves. Mais la demande de recherche d'ADN s'était avérée impossible. Les ordures de cette nuit étaient détruites depuis longtemps et toutes les traces physiques étaient entièrement perdues. Cela signifiait que les preuves matérielles directes qu'exactement Alba avait jeté la couverture ensanglantée, l'enquête ne pourrait plus les obtenir. Le complice, bien que rejeté par le témoin, restait formellement dans le statut d'hypothèse non confirmée et demandait une fermeture définitive dans l'enquête ultérieure. L'enquête s'était à nouveau concentrée sur l'arme du crime, puisque les preuves directes sous forme de couverture disparue n'existaient déjà plus. L'absence de cette preuve matérielle importante compliquait l'enquête, mais ouvrait de nouvelles possibilités et obligeait la police à étudier à nouveau minutieusement l'appartement d'Alba et les objets qu'il contenait, pour révéler l'arme utilisée cette soirée fatale. Les microparticules de l'arme supposée du crime coïncideront-elles avec les objets de l'appartement d'Alba ? Le 21 novembre 2023, les experts médico-légaux terminaient une des procédures clés de l'enquête, l'étude des particules microscopiques trouvées sur le crâne de Vincenzo. L'enquête soupçonnait depuis longtemps qu'un objet métallique lourd avait servi d'arme du crime, mais jusqu'à ce moment, il n'y avait pas de confirmation matérielle directe. Ce jour-là, de la petite fissure sur le crâne ont été extraits des fragments noirs de fonte. Les experts ont immédiatement transmis les échantillons pour analyse spectrométrique détaillée pour déterminer la composition du métal. Parallèlement à cela, les enquêteurs ont mené un examen répété de l'appartement d'Alba, se concentrant sur les objets d'intérieur capables de laisser de telles particules. Parmi les instruments de musique et les livres sur l'étagère, les enquêteurs ont porté attention à un vieux métronome mécanique, Wittner Tactel 3. Le socle du métronome était fait de fonte, et il manquait visiblement un des fragments. Les experts ont immédiatement vérifié si le métal du métronome pouvait coïncider avec les échantillons trouvés sur les restes de Vincenzo. Pour cela, une spectrométrie minutieuse a été effectuée. Les résultats de l'analyse se sont avérés significatifs. La composition de la fonte du métronome incluait 94% de fer et environ 2% de carbone. La coïncidence avec les fragments extraits de la fissure du crâne constituait plus de 99,2%. Les experts avaient besoin de préciser dans quelle mesure une telle coïncidence était rare et significative. L'expert médico-légal a confirmé à l'enquête que la probabilité de coïncidence accidentelle d'une composition si précise de fonte avec d'autres objets était minimale. Cela témoignait que le socle du métronome était presque certainement cette même arme utilisée contre Vincenzo. Cependant, la défense d'Alba a immédiatement réagi aux résultats de l'expertise, avançant sa version des événements. L'avocat a supposé que le métronome avait pu tomber accidentellement encore avant l'incident tragique, ce qui expliquerait l'endommagement sur son socle et les microparticules trouvées. Cette version était devenue une bouée de sauvetage temporaire pour Alba, donnant à sa défense un certain espace de manœuvre. Mais l'enquête ne s'était pas entièrement satisfaite de cette explication et avait continué une expertise plus approfondie. Peu après, les experts ont fait encore une découverte importante. Sur le bord intérieur du socle du métronome ont été découvertes des micro-gouttes de sang appartenant à Vincenzo. Cette découverte avait considérablement miné la version de la chute accidentelle de l'appareil. Maintenant, la version accident était sous une menace sérieuse, balançant au bord de la réfutation complète. L'enquête avait commencé la préparation de l'accusation officielle contre Alba Kali. Toutes les preuves accumulées, y compris les résultats de l'analyse de la fonte et la présence de sang sur l'arme supposée du crime, devaient faire partie de la conclusion d'accusation. Néanmoins, les enquêteurs conservaient encore un ton neutre dans l'évaluation de leurs conclusions, laissant le dernier mot au tribunal. Le 5 juin 2024, le tribunal Corte d'Assises di Palermo a rendu sa décision sur l'affaire Alba Kali. Alba a été reconnu coupable de homicidio preterintentionnel,
meurtre commis sans intention préméditée et de dissimulation ultérieure des restes de Vincenzo P. Dans la salle du tribunal ne résonnait un mot pas de cris forts ou d'exclamations émotionnelles, seulement une courte pause après l'annonce du verdict, un moment sec et formel. Au cours du procès judiciaire, la chaîne complète des événements avait été restaurée, commençant la soirée du 12 mai 2017. L'enquête avait clairement établi qu'entre Alba et Vincenzo, cette soirée-là était née une querelle à cause du dépôt non rendu de 600 € et des menaces de Vincenzo de s'adresser au service fiscal. C'est alors qu'Alba lui avait porté un coup, mais fort avec le lourd socle en fonte du métronome qui se trouvait sur son étagère. Ce coup unique s'était avéré fatal. Réalisant les conséquences de son acte, Alba avait pris des mesures minutieuses pour cacher les traces du crime. Elle avait placé les restes de Vincenzo dans le pouf de table, les saupoudrant soigneusement de gel de silice de construction, acheté peu avant au Brico Center. Pour masquer l'odeur possible, Alba avait ajouté du savon au camphre, ce qui l'avait aidé à garder la cachette inaperçue toutes les années suivantes. Ensuite, Alba avait pris l'ordinateur portable de Vincenzo et avait envoyé un CV à la compagnie de croisière Costa Cruises, activant la réponse automatique pour créer l'illusion qu'il avait quitté Palerme de son propre gré. Son étape suivante avait été mécanique et froide. Elle avait fixé le couvercle du pouf avec des confirmas, se coupant accidentellement à ce moment, et avait soigneusement effacé toutes les traces de sang. Dans la nuit du 15 mai, Alba avait jeté la couverture tachée dans le conteneur d'ordures sur Via Roma, ce dont témoignaient plus tard le journal du camion poubelle et le chauffeur Gianni. Pendant la séance finale, la défense d'Alba tentait de présenter ses actions comme le résultat d'une panique soudaine, d'une rupture psychique causée par les menaces de vérification fiscale et la pression financière. Cependant, le juge avait fermement rejeté cette argumentation, déclarant que les actions d'Alba étaient cohérentes et entièrement conscientes. Alba elle-même n'avait alors prononcé aucun mot, regardant seulement silencieusement le sol, ne croisant le regard ni du juge, ni des enquêteurs. Après le dernier mot du juge dans la salle du tribunal, s'était installé un silence court et lourd. Alba Kali était condamné à 18 ans de prison. Sur ce, l'enquête est considérée comme terminée.